Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ledger Impact dédiée à la formation à la comptabilité carbone. Je suis ravi de vous accueillir pour adresser un poste qui est un peu plus compliqué que ce qu'on a vu précédemment, parce qu'on va adresser le poste des intrants, des achats de matière. On verra dans une prochaine vidéo une notion un peu différente qui est les achats de biens et services, qui sont adressés différemment dans le cadre de cet audit. Mais aujourd'hui, on va attaquer ce poste. Pourquoi le plus rapidement possible? Parce que bien souvent, dans la plupart des cas, c'est un poste qui peut peser jusqu'à 70, 80, 90% de l'impact global de vos émissions de gaz à effet de serre. D'où l'importance de l'adresser le plus rapidement possible, parce que parfois il peut nécessiter d'aller chercher de l'information assez loin, aller regarder ce qui se passe dans certains ERP internes et éventuellement aller auditer, questionner certains fournisseurs. Donc ça nécessite un peu plus de temps et plus tôt vous y prenez dans cette démarche-là, plus tôt vous allez pouvoir élaborer un plan spécifique pour aller chercher une donnée de qualité. Et c'est hyper important parce que plus on a une incertitude faible sur ce poste d'émission, plus le bilan global aura une incertitude également faible, étant donné que ça représente le poste d'émission principal. Voilà. Alors tout dépend de votre type d'organisation. Si vous êtes une entreprise de service, vous n'aurez pas forcément beaucoup d'achats et ce poste ne va pas forcément représenter une part extrêmement importante du bilan. Et ça n'empêche que c'est un poste qui n'est pas forcément toujours très simple à adresser. Pourquoi? Parce qu'il nécessite d'aller chercher de la donnée liée à tout ce qu'on achète, tout ce qui se passe en amont. Et voilà, c'est pas forcément une donnée intuitive qui est disponible, on va dire, en claquant des doigts. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on adresse volontairement ce projet dans cette troisième vidéo dédiée vraiment au poste d'émission du bilan. Et vous allez vite comprendre que c'est pas voilà, forcément très compliqué, il suffit de suivre une méthodologie bien précise. Je me permets également de vous dire qu'il n'y a pas forcément un objectif des premiers bilans à aller chercher les données extrêmement fines sur tous vos postes d'achat. Moi je suis plutôt, on va dire, sur un modèle où on va essayer déjà d'élaborer un premier bilan, même si on va avoir un certain niveau d'incertitude sur le premier exercice. Ça n'empêche qu'au moins on aura réalisé une première fois cet audit et ensuite on ira année après année améliorer la qualité de recherche de certaines données, questionner peut-être plus de fournisseurs ou même initier cette étape d'aller chercher de la donnée auprès des fournisseurs parce qu'on n'aura peut-être pas forcément eu le temps ou la volonté de le faire la première année. Voilà, tout ça est possible. Il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, encore une fois, le bilan de gaz à effet de serre, il a plutôt vocation à comprendre d'où est-ce que provient l'impact. Et c'est notamment ce qu'on va réaliser justement dans le premier exercice pour ensuite trouver des pistes d'amélioration pour réduire l'empreinte carbone, mais également trouver des pistes d'amélioration pour améliorer la qualité du bilan d'une année sur l'autre. Voilà. Donc on va vous préciser dans cette vidéo tout ce qu'on peut envisager de faire de manière la plus précise possible. Vous verrez qu'on a aussi des modèles ou des moyens d'aller plus vite si on n'a pas forcément le temps pour le premier exercice. Mais volontairement, on va vous présenter tout ce qu'on peut faire jusqu'au niveau le plus précis possible et à vous de juger sur votre premier exercice si ça vaut le coup d'aller chercher de la donnée aussi loin dans votre exercice ou alors peut-être rester sur une précision de données assez faible, quitte à avoir au moins un premier audit pour cette année. Voilà. Donc, comme pour chaque vidéo, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On va vraiment vous expliquer point par point ce qu'on attend de vous dans le cadre de ce poste d'émission. Ensuite, on va rapidement vous présenter un cas pratique, tout simplement, avec quelques bonnes pratiques qu'on a pu identifier également auprès des centaines de clients qu'on a pu auditer. Parce que, encore une fois, c'est toujours les mêmes questions qu'on nous pose. Donc voilà, on va essayer de vous synthétiser rapidement les bonnes pratiques à aller mettre en place pour être efficace dans cet exercice. Et donc ensuite, on se testera sur un cas pratique qui est relativement simple, hein, et on n'a pas forcément voulu mettre tout de suite un cas très compliqué, mais qui vous donne une première amorce de voilà, ce qu'il faudrait faire éventuellement, avec peut-être plus de données de votre côté, pour justement aboutir à un premier bilan de gaz à effet de serre assez précis. Voilà. Et ensuite, on vous montrera comment intégrer ces données dans l'outil qu'on a retenu pour cet exercice, pour justement aller vraiment vers les résultats assez rapidement. Et ou inversement, pour celles et ceux qui veulent être autonomes sur la partie calculatoire, on vous expliquera un petit peu sur les différents exports réglementaires, dans quelle ligne il faudra injecter les résultats de ce bilan. Voilà. Donc on va commencer dans un premier temps par vous expliquer ce qu'on attend de vous dans ce poste d'émission intrant achat matière, et ensuite on ira vers l'exercice. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce poste d'émission? Donc toutes les émissions liées aux différents flux
de biens et de matières qui entrent dans l'organisation. Concrètement, on va faire un état des lieux de tout ce qui rentre dans votre structure, comme achat de matière dans un premier temps. Encore une fois, on va vraiment dissocier la partie service. Donc c'est vraiment la matière première qui est nécessaire, on va dire, au fonctionnement de votre société. Et donc tout ça est divisé en différents sous-postes qui vont recouvrir toutes les catégories de matériaux. Voilà. On va également différencier, ça c'est un point qui est assez important, la notion d'emballage. Donc c'est peut-être une notion qui ne vous concerne pas si vous n'avez pas forcément de produits à emballer à l'issue de vos processus. Et pour celles et ceux qui en ont, on va dissocier la matière première qui va servir à réaliser vos produits des achats qui vont être nécessaires pour la partie emballage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la partie plan d'action, trajectoire de décarbonation, on va distinguer ces deux notions où en fait, ça ne sera pas forcément le même plan pour la partie matière sur le produit que sur la partie emballage. Et parfois, on s'est rendu compte que l'emballage est parfois plus émissif en termes d'empreinte carbone que le produit en lui-même. Je donne un cas très basique, on a déjà pu expliquer dans les vidéos précédentes, qui est la production de bière. On se rend compte que voilà, l'emballage, donc la bouteille de verre ou la bouteille en aluminium, est elle-même plus émissive que le produit en lui-même. Donc la notion, on va dire, d'impact ou de réduction d'émissions de CO2 va plutôt se focaliser sur cet emballage. Alors que si on avait tout mis dans le même panier, on n'aurait pas forcément pu, on va dire, identifier que c'était un poste prioritaire. Voilà. Donc on fera le même exercice pour la partie emballage. C'est juste qu'en fait, qu'on va intégrer les données dans un outil ou quand vous allez faire une autonomie sur l'export réglementaire, il faudra bien distinguer qu'il y a une notion d'achat matière et une notion d'emballage. Voilà. Et on a aussi la possibilité, ce que je vous expliquais un petit peu au début de la vidéo, d'avoir une intégration de données via des facteurs d'émission en ratio monétaire. Donc pour éviter, on va dire, si vous n'avez pas forcément l'information en grammes, en kilogrammes, en unités de valeur, on pourra toujours élaborer, on va dire, un premier bilan d'émissions de gaz à effet de serre avec des données en monétaire. Voilà. Il faut l'éviter au maximum parce que c'est une donnée qui est extrêmement incertaine, de regarder ce qui se passe en euros versus ce qui se passe vraiment en quantité, en kilos, en litres, en autre type d'unité de valeur, on va dire, parce qu'il y a sur le facteur d'émission, il y a en tout cas une incertitude beaucoup plus forte. Donc si on n'a pas le choix sur un premier exercice, on peut le faire, mais plutôt on va initier une démarche qui va aller chercher une donnée précise, plutôt on aura un bilan qui aura une qualité bien supérieure et plus on pourra éventuellement bien monitorer aussi les réductions d'émissions de CO2 qu'on va opérer parce qu'on va faire une amélioration de l'achat de certaines matières premières. Voilà. Donc pour le premier volet qui est lié vraiment, on va dire, aux achats de matériaux, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Concrètement, tous les matériaux de base en métaux, plastique, verre pour un fabricant d'objets manufacturés. Pour des produits agricoles, on va retrouver tous les produits agricoles classiques ou pour des restaurants, par exemple, toute la matière agricole nécessaire. Des matières premières et des réactifs dans le cas d'entreprises chimiques. Ou des matériaux nécessaires pour emballer, les matériaux entrants pour la partie emballage. On va également retrouver tous les produits semi-finis ou les produits manufacturés. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder que de la matière qui est brute, on peut aussi regarder des achats de petits conducteurs par exemple, des achats de moteurs pour des vélos, pour des véhicules. Donc toute la matière, ce n'est pas que de la matière brute, c'est aussi des matériaux qui peuvent être déjà semi-finis, voire finis, mais qui vont quand même entrer dans notre flux entrant et qui seront nécessaires à l'élaboration de notre produit fini en fin de chaîne. Voilà. Et donc là, on va vous présenter quelques cas un peu spécifiques ou bonnes pratiques, notamment dans le cas d'une activité par exemple de commercialisation. On peut se poser la question de qu'est-ce qu'on prend, si on est un supermarché, qu'est-ce qu'on prend comme données d'entrée. Donc évidemment, il va falloir regarder toutes les émissions qui vont découler de l'amont et donc à savoir la fabrication des produits vendus. Donc tout ce qu'on va, on va dire, acheter et éventuellement revendre quasiment instantanément est à prendre en considération dans le cadre du bilan de gaz à effet de serre. Voilà, parce qu'on a cette possibilité d'agir sur ce qu'on achète et ce qu'on revend. Et donc évidemment, on a un rôle à jouer dans le cadre de la réduction des émissions de CO2, même si on ne fait qu'acheter et revendre. Dans le cas où une organisation fait l'acquisition de biens ou de matières issus du recyclage, il faut également prendre en compte l'impact de ce processus de recyclage et donc de la régénération de la matière première au sein du poste. Donc en général, on a des matrices ou des données ou des facteurs d'émission qui nous permettent de réexploiter
cette matière première qui est recyclée. On ne va pas prendre un facteur d'émission, par exemple acier neuf, si dans notre processus on achète de l'acier recyclé, on aura évidemment un facteur d'émission avec ce fameux acier recyclé, mais c'est pas parce que voilà, c'est un produit qui est recyclé que l'impact est nul. Au contraire, il y a tout un processus de retransformation de la matière. Parfois c'est contre-intuitif, notamment si on regarde le carton. Le carton recyclé en termes d'empreinte carbone est plus émissif que du carton neuf. Voilà. Alors il y a d'autres valeurs ajoutées, notamment ça permet d'éviter de détruire des ressources. Il y a aussi un gain sur d'autres postes, pas forcément que la partie CO2, mais voilà, sur les ressources en eau, la biodiversité. Mais si on se focalise uniquement sur la partie empreinte carbone, parfois certaines matières premières peuvent être plus impactantes. Voilà, donc c'est assez contre-intuitif, mais c'est pour dire que voilà, il existe des facteurs d'émission pour la matière première classique et il existe des facteurs d'émission pour de la matière première recyclée. Et parfois, on a la mauvaise surprise de voir que certaines matières recyclées sont plus émissives que la matière première neuve. Voilà. Autre cas aussi, autre question qu'on nous pose souvent, c'est sur la consommation des repas des collaborateurs de l'organisation. Donc la consommation des repas des collaborateurs est à prendre en compte durant l'activité et sur son poste. Voilà. Même si le collaborateur consomme ce repas à l'extérieur de l'organisation, on estime que voilà, un collaborateur qui vient travailler sur la journée nécessite donc de se nourrir et donc ce repas est à prendre en compte dans le cadre du bilan de gaz à effet de serre. Voilà. Autre sujet, ce sont les biens et matières qui doivent être comptabilisés si elles ont été achetées ou louées dans le cadre de dons, par exemple. C'est un cas particulier où les intrants seraient récupérés éventuellement par une organisation alors qu'elles étaient destinées à être détruites ou sans usage. Ça peut être des denrées alimentaires périmées, ça peut être des vêtements, ça peut être de la ressource de déconstruction également. Donc sous réserve que celle-ci puisse être justifiée, on considère que là, on n'aura pas d'émissions de gaz à effet de serre parce que c'est une matière première qui avait vocation à ne pas être utilisée. Je vous donne un cas de figure qu'on a déjà eu, c'est vraiment voilà, les matières premières liées à la déconstruction de chantier. Donc c'est une matière qui ne sert absolument à rien. Donc évidemment, on ne va pas considérer on va dire, le cadre de béton neuf dans le cadre d'une matière première qui est issue de la déconstruction d'un immeuble. C'était souvent pour le cas, notamment pour des carrières où là en fait on va broyer dans un processus de recyclage toute la matière première issue de la déconstruction des chantiers pour ensuite le réinjecter dans des processus pour reproduire on va dire du gravat par exemple. Donc là on avait une matière première qui était complètement nulle en termes d'émissions de CO2 sur la partie achat matière. Par contre, attention, on comptabilisait quand même la notion de fret de cette matière. Donc c'est un sujet qu'on verra dans une autre vidéo. Mais le transport de cette matière depuis le chantier jusqu'à la transformation de l'organisation était à prendre en compte. Voilà. Donc on ne considérait pas dans l'achat de matière, mais on le considérait quand même sur la partie transport de matière jusqu'à l'organisation. Et concernant le sous-poste matière en approche monétaire, donc dans le cadre où voilà, on n'exploite que de la donnée avec des ratios monétaires, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent les ratios monétaires ont été calculés sur une année antérieure, donc ça peut être 2022, 2020, voire plus tôt, et donc on a cette possibilité d'aller corriger ce ratio monétaire avec la notion d'inflation. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop cette notion, tous les ans il y a une inflation au niveau de chaque pays. Voilà, acheter une matière à 100 € en 2022 n'a plus le même coût en 2026 parce que le prix de la vie a augmenté. Et donc forcément, ce ratio de 2022 n'est plus correct. Voilà. Donc on a juste à appliquer le facteur de l'inflation sur les différentes années qui nous séparent de ce facteur d'émission pour avoir, on va dire, un facteur d'émission un peu plus précis ou plus cohérent par rapport à l'année d'achat de nos matériaux. Voilà. Gardez en tête qu'un ratio monétaire, c'est souvent 80% d'incertitude. Donc voilà, n'y passez pas non plus des semaines entières à aller analyser l'impact financier sur chaque matière première entre 2022 et 2026 pour pas forcément gagner beaucoup plus en précision. On peut juste appliquer bêtement un ratio d'inflation entre 2 années pour avoir un facteur d'émission un peu plus cohérent, mais ça reste dans tous les cas un facteur d'émission qui n'a pas beaucoup de précision. Donc voilà, n'y passez pas non plus trop de temps. Pour la partie emballage, pour revenir un petit peu rapidement dessus, pourquoi on le considère,
tout simplement, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a des leviers d'action qui sont différents de la partie vraiment conception du produit fini, mais également on va aussi le comptabiliser différemment dans la fin de vie. C'est-à-dire qu'en fait, un emballage qui va permettre d'emballer un produit qu'on va vendre. Donc on aura également, on verra dans une vidéo spécifique, la notion de fin de vie de ce produit, mais également la notion de fin de vie de cet emballage. Voilà. Donc c'est important de dissocier les deux parce que pour les actions relatives à l'achat de la matière, il y a des choses différentes à imaginer versus ce qui se passe aussi en fin de vie, aussi bien pour le produit fini que pour la partie emballage. On peut identifier aussi des pistes d'action qui soient différentes. Voilà. Voilà un petit peu. Et dernier point aussi à avoir en tête, c'est que, comme je l'ai dit un petit peu au début de la vidéo, c'est un poste qui nécessite parfois d'aller questionner ou mettre dans la boucle ses fournisseurs. C'est pas toujours simple parce qu'effectivement les fournisseurs sont souvent très sollicités, on n'a pas forcément aussi beaucoup d'avance sur ces sujets. Parfois notre fournisseur c'est aussi une entreprise qui est plus grosse que nous, donc c'est pas toujours simple d'aller le questionner sur ce genre de sujet. Mais de plus en plus, voilà, c'est une démarche qui commence à se démocratiser, notamment voilà, qu'on va chercher des informations qui vont nous permettre de sortir des facteurs d'émission qui nous sont fournis par l'ADEME ou pour des bases de données spécifiques qui ne sont pas forcément toujours très précises non plus. Si on a la volonté d'avoir sur un produit fini l'empreinte carbone du produit qu'on achète directement auprès du fournisseur, il suffit de le questionner, de dire voilà, c'est quoi l'empreinte carbone de ce produit. Donc ça, c'est des choses qu'on fait nous tous les jours. On a de nombreux clients qui nous sollicitent pour aller faire des analyses de la conception de leurs produits, parce que justement leurs clients les questionnent sur comment on peut avoir une précision un peu plus fine sur l'impact carbone des produits ou des services que je t'achète. Et donc on a créé vraiment des outils assez simples qui permettent justement de faire des audits très très poussés de toutes les matières premières ou de tous les produits qu'on va concevoir en interne et pour sortir une analyse justement carbone de chaque produit qu'on se conçoit. Et ensuite, c'est libre à vous d'aller jouer le jeu de la transparence sur l'empreinte carbone des produits que vous concevez pour vos propres clients ou vos propres fournisseurs. Voilà. Donc comme pour vous, aujourd'hui, vous êtes dans un cas de figure où vous allez rechercher de la donnée auprès de vos fournisseurs, vous allez vous-même vous retrouver peut-être dans une chaîne de valeur où un de vos clients va vous demander cette information et vous allez devoir soit dire voilà, j'ai pas forcément fait le bilan carbone du produit, j'ai déjà fait le bilan carbone de mon organisation, un moyen quand même d'essayer de sortir une donnée même s'il n'est pas forcément très précise en faisant des ratios. On pourra toujours faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Mais le Graal serait éventuellement d'avoir vraiment fait le bilan carbone du produit dans son entièreté du cycle de vie. Pour ensuite jouer le jeu de la transparence quand un client vient vous demander cette information. C'est soit utilisé pour directement leur propre bilan carbone, soit de plus en plus pour faire une analyse différentielle entre deux fournisseurs pour voir lequel a la meilleure empreinte carbone. Voilà. Donc tout ça pour dire que plus on anticipe ce poste, plus tôt on va pouvoir éventuellement solliciter nos fournisseurs pour aller chercher de l'information, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont de l'information à partager, auquel cas ça serait dommage de s'en priver. Ce serait dommage d'aller prendre un facteur d'émission soit monétaire ou même un peu mieux un facteur d'émission fourni par l'ADEME si nos fournisseurs ont déjà mené des études extrêmement poussées pour vous donner l'information presque au gramme de CO2 près du produit que vous achetez. Et donc sur les bonnes pratiques, ce qu'on peut vous conseiller de faire sur ce poste d'émission qui n'est pas très simple, premièrement, la première étape pour nous, c'est de contacter votre service achat pour aller récupérer tous les éléments comptables ou autres documents. Ça peut être des documents qui sont issus de RP qui vous synthétisent tous les achats que vous avez sur une année, mais qui vous permettent de recenser tous ces achats, toute cette matière première. Voilà. Donc pour moi, c'est l'étape la plus importante, c'est de dire, voilà, ou en tout cas de moins de mettre dans la boucle la personne, éventuellement lui faire voir cette petite vidéo, lui faire voir quelques vidéos d'explication un petit peu de ce que c'est un bilan de gaz à effet de serre et pourquoi on est en train de faire ça, pour qu'il comprenne pourquoi on a besoin de lui, du moins de ces informations pour mener à bien cette étude. Voilà. Ensuite, pour les entreprises complexes pour lesquelles on a un volume d'achat ou une complexité du nombre de fournisseurs qui est incommensurable, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de faire la loi du 80-20. C'est quoi? C'est de dire, en fait, dans un premier temps, pour ce premier exercice, on ne va pas se concentrer sur 100% de nos fournisseurs, on va se concentrer sur 80% de la matière ou des achats matière. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte bien souvent que 80% des achats ne va représenter que des achats auprès d'une dizaine, une vingtaine, peut-être une trentaine de fournisseurs, mais ça restera quand même le gros de notre impact. Donc plutôt que de s'épuiser à aller chercher ce qui se passe auprès de 1000 fournisseurs
sachant que les 970 autres représentent que 20% de nos achats en termes d'euros, on va plutôt se concentrer dans un premier temps sur quelque chose de très impactant, et en allant chercher une donnée extrêmement fine sur ces quelques fournisseurs, plutôt que de vouloir faire quelque chose de full, complet, mais en allant chercher que de la donnée monétaire, parce qu'on se rend compte que le boulot pour aller faire cette estimation est trop important, et auquel cas on se rabat plutôt sur une estimation monétaire. Voilà. Donc l'idée c'est de dire, on fait un 80-20, on regarde sur 80% on va dire, de la représentativité des achats, soit en euros, soit en quantité, ce que ça représente. On essaie de voir combien de fournisseurs on peut avoir. Si le nombre de fournisseurs est acceptable, on peut commencer à les questionner. Si les données qui en ressortent sont des données unitaires, en kilos, en litres, en unités, on va pouvoir aller chercher des facteurs d'émission extrêmement précis. Et si l'approche, malheureusement, elle est encore très compliquée, on essaie de trouver des solutions pour quand même avoir une estimation avec des facteurs d'émission les plus précis possibles. Et l'idée, c'est de dire que on va faire cette estimation pour les 80%, et pour les 20% restants, on va faire une extrapolation. Donc il y a plusieurs modèles d'extrapolation. La plus simple, c'est d'avoir une approche, on va dire, purement monétaire. On a quantifié 80% des achats, on va dire, avec une méthode assez précise. Les 20% restants sont des matières extrêmement identiques, même si c'est différents fournisseurs. On fait une extrapolation via les euros. Ou alors, l'autre solution, c'est de dire que pour les 20% restants, on va avoir une approche purement monétaire, avec des ratios monétaires. On va quantifier pour chaque fournisseur, on va lui mettre une catégorie on va dire, d'achat spécifique, et on va utiliser les ratios monétaires de l'ADEME, ce qui fait qu'on aura pour 80% de notre impact une donnée qui sera assez précise, avec des facteurs d'émission assez spécifiques qu'on aura vraiment sourcés, recherchés, parfois même questionnés auprès de nos fournisseurs. Et pour le 20% restant, on sera sur une donnée monétaire qu'on essaiera d'améliorer année après année, pour faire en sorte que l'année suivante, on va prendre un peu plus de fournisseurs, et on n'aura plus 20% sur du monétaire, mais plus que 10%. Et on essaiera d'améliorer comme ça la précision du modèle année après année. Voilà. Ce qui permet vraiment de ne pas s'épuiser, d'avoir aussi une approche qui ne paraît pas non plus irréalisable sur un premier exercice, et qui nous permet de nous rassurer dans la réalisation de ce bilan, et de se rendre compte que c'est pas la mer à boire, même si on pourra toujours améliorer la qualité du bilan d'une année sur l'autre. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'intégrer aussi les valeurs dans un fichier de suivi de collecte, pour noter toutes vos sources, éventuellement le nom des fournisseurs, le nom des personnes qui vous ont répondu, celles et ceux qui mettent du temps réponse, ceux qui vous donnent une information extrêmement précise très rapidement. Voilà, donc l'idée c'est de bien suivre tout cela, éventuellement intégrer ça directement dans vos ERP si c'est possible, pour aller faire des exports plus régulièrement, plus automatiques d'une année sur l'autre, pour éviter en fait que d'une année sur l'autre ce soit la même complexité, même si sur le premier bilan ça peut nécessiter un peu de réflexion ou de questionnement, mais l'idée c'est que l'année suivante ce soit quasi automatique, et qu'on puisse aller faire ça le plus vite possible. Voilà. Comme je vous l'ai dit, essayez d'aller rechercher ce qu'on appelle les fiches techniques carbone le plus vite possible. Soit c'est des données qui sont en open source, parfois dans certains métiers, notamment dans le BTP, on se rend compte qu'il existe des FDES qui sont disponibles en open source sur des plateformes, donc on peut directement aller les chercher, soit on va chercher ou questionner nos fournisseurs sur la partie empreinte carbone produit. Est-ce que c'est des données que vous avez déjà réalisées, et auquel cas est-ce que vous êtes OK pour nous fournir ces informations assez rapidement. Et dernier tips, ce qu'on vous propose aussi, c'est d'anticiper le post-fret. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous faites cette analyse des données d'achat de matière, ce que vous allez regarder, c'est les types de matières. Souvent, on a les poids, les unités, et on a également le nom des fournisseurs. Et avec le nom des fournisseurs, on a souvent même leur localisation. Et en fait, dans le post-fret, on va analyser ce qui se passe, on va dire, comme transport de matière depuis les fournisseurs jusqu'à chez vous, et également depuis chez vous jusqu'à vos clients. Mais toute la partie amont, c'est quelque chose qu'on va pouvoir quantifier assez facilement, sous réserve qu'on ait accès aux kilomètres parcourus par les différents véhicules, avions, trains ou bateaux, et la tonne de matière déplacée. Voilà. Donc, je vous laisserai regarder la vidéo sur le fret qui vraiment synthétise tout ça, mais gardez-le en tête, c'est que si vous construisez un document qui vous recense tous vos fournisseurs, toutes les matières achetées, les poids, éventuellement les localisations de ces fournisseurs, il vous suffit juste de rajouter une colonne avec éventuellement les kilomètres entre le fournisseur et chez vous, et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour faire en fait le calcul du fret presque en 2-3 clics, quoi. Donc ça serait dommage de s'en priver, de tout reprendre de zéro pour ce poste d'émission. Voilà.
Voilà un petit peu pour expliquer rapidement ce qu'on retrouve dans le volet calcul d'empreinte carbone pour la partie matière. Donc vous verrez que tout dépend de votre type d'organisation, du nombre de fournisseurs, du nombre de matières premières. N'hésitez pas à rejoindre aussi la communauté, encore une fois, Ledger Impact, hein. Là, c'est vraiment, on va dire, le meilleur moyen pour éventuellement poser quelques questions que vous pourriez avoir avant de vous lancer dans une démarche trop coûteuse en temps. Tout type d'organisation a déjà mené un bilan de gaz à effet de serre. Je pense qu'on a, nous, de notre côté, même audité à peu près tous les types d'organisations qui puissent exister aujourd'hui en France, dans tous les secteurs d'activité. Et on n'a jamais eu le moindre problème pour aller aboutir à un bilan de gaz à effet de serre. On a dû parfois faire des hypothèses, on a dû analyser certaines données. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, ne serait-ce que pour vous rassurer, pour voir des personnes qui sont déjà passées par ce type d'étape, pour éventuellement poser toutes vos questions. Il y a certains experts qui pourront répondre spécifiquement à votre secteur d'activité. Donc voilà, ne vous en privez pas, rejoignez la communauté, posez vos questions, rassurez-vous et vous verrez que tout se passe bien dans 99,999% des cas. Voilà. Juste pour revenir un petit peu sur l'exercice qu'on vous propose de faire, on a essayé de synthétiser dans cet exercice. Donc, pour rappel, on est dans le cadre d'une entreprise qui conçoit des vélos électriques. Donc là, on a fait comme si voilà, on avait fait un audit auprès de nos achats, des différentes personnes de l'entreprise, et on a recensé dans un seul document toutes les matières dont on a besoin pour concevoir le vélo. Voilà, donc c'est un peu simpliste hein, parce qu'il y a toujours plein d'autres matières qui peuvent être nécessaires. Et pour faire que l'exercice soit relativement simple et lisible, on a recensé voilà, toutes les matières premières. Donc on a chaque masse par vélo. On a de l'aluminium, on a de l'acier, on a du caoutchouc, on a du plastique et des batteries, du liquide, des moteurs, de la visserie et des lumières. Et donc ça, c'est des masses qu'on a en kilos, donc c'est super, hein. C'est le Graal, hein, c'est d'avoir des données directement en kilos. C'est pas forcément toujours le cas. Parfois, on a tuyau pour le moteur, on a un moteur en unité. À nous d'aller chercher une donnée plus précise en kilos éventuellement sur les fiches fournisseurs ou sur Internet directement. Et on sait qu'on vend 2000 vélos par an, donc on pourra faire une estimation assez facilement de la matière utilisée. Point spécifique, c'est qu'on a aussi, de manière assez miraculeuse, on a notre responsable achat qui nous a directement mis certains facteurs d'émission pour certaines matières premières. Donc c'est hyper intéressant parce que, notamment pour des matières spécifiques, le caoutchouc, la batterie parce que c'est une batterie spécifique, le moteur parce que c'est un moteur également spécifique, on a fait l'exercice d'aller questionner nos fournisseurs et eux-mêmes nous ont donné directement des facteurs d'émission en kilos, grammes de CO2 par kilo, donc c'est le Graal. Voilà. Encore une fois, ça reste la chose la plus complexe à aller chercher. Donc là, c'est miraculeux, ça vous tombe dessus. Mais parfois, c'est ça qui est le plus complexe. C'est pas tant d'avoir accès à la donnée de ce qu'on achète, mais c'est plutôt avoir le facteur d'émission spécifique. Donc on a encore une fois des bases, typiquement sur les moteurs. On pourrait vous retrouver un facteur d'émission moyen, mais c'est encore plus précis si c'est directement le fournisseur qui vous donne cette information. Voilà. Et si demain vous vous mettez dans un cas de figure où vous n'avez pas forcément accès au facteur d'émission parce que vous avez un achat très spécifique, une matière extrêmement spécifique, gardez en tête qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont open source. Vous pouvez aller sur n'importe quel outil de recherche pour mettre est-ce que vous pouvez me trouver le facteur d'émission de tel type de matière. On va vous trouver plein d'informations, des analyses cycle de vie qui ont été réalisées. Vous allez pouvoir nous les envoyer pour nous demander si c'est fiable ou pas fiable. Mais voilà, c'est assez rare de ne pas trouver cette information, même si parfois on a des niveaux de précision différents, mais on arrive toujours à trouver un facteur d'émission à peu près cohérent versus une matière première qu'on va acheter auprès d'un fournisseur. Voilà. Point important, c'est qu'on nous dit également, le gestionnaire de site, qu'on a des déchets qui sont produits à l'issue de nos process de transformation pour l'alu, l'acier, le caoutchouc, le plastique, le carton, on a un peu de DIB et du bois. Voilà. Et également, point important, on nous a aussi dissocié les emballages et donc on sait qu'on a à peu près 2 kg de carton et 1 kg de plastique pour chaque envoi de vélo. Voilà, donc avec ces informations, vous pouvez mettre stop la vidéo et faire l'exercice si vous le souhaitez, hein, de dire voilà, je vais essayer de construire ma matrice de données qui va me permettre ensuite d'aller réaliser le bilan de gaz à effet de serre de tous mes achats. Si vous avez la flemme, vous avez juste à suivre la présentation des résultats qui va suivre instantanément. Ce qu'il faut avoir en tête, donc on a dissocié les matières des emballages. Donc pour les matières, ce qu'on a fait, c'est assez simple. En soi, on a pris chaque matière,
On a regardé les masses par unité, on a multiplié par 2000, parce qu'on a 2000 unités par an de produits vendus, ce qui nous donne la masse totale de la matière première qui est nécessaire pour la conception de chaque produit. Voilà. C'est un point qui est assez important quand même et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas forcément parti sur cet exercice des achats directement de matières premières qu'on pouvait réaliser dans le cadre de l'exercice en cours ou précédent. On est allé directement chercher la matière première qu'on a besoin pour produire le nombre de produits vendus. Ce qui fait qu'en fait, parfois, dans certaines organisations, c'est souvent à flux tendu, on achète la matière, on la transforme, on la revend. Mais parfois, on a aussi des cas d'organisation où on va acheter beaucoup de matière pour 2 ans, 3 ans, j'ai vu ce cas de figure, auquel cas, il faut faire attention de ne pas intégrer dans le bilan de gaz à effet de serre de l'année 2025, par exemple, des achats de matière qui vont être nécessaires dans le cadre des activités 2026-2027. Donc il y a une réflexion aussi à faire sur des gros volumes d'achats, de voir comment on peut les lisser ou faire en sorte que ça corresponde bien aux achats de l'année en cours. Voilà, donc c'est souvent aussi pour ça qu'on conseille de regarder plutôt ce qui se passe, on va dire, en vente. Voilà, on a vendu tant de produits et combien on a utilisé de matière en amont pour concevoir autant de produits sur l'année de l'exercice. Voilà. Donc c'est souvent intéressant de regarder plutôt les dimensions techniques du produit qu'on vend pour remonter jusqu'à la matière utile et ensuite regarder en fait ce qu'on a produit comme déchets parce que il faut rajouter évidemment cette production de déchets pour remonter à la matière première qui a été utilisée en amont. Parce que sur le cas de l'aluminium, de l'acier, on va peut-être avoir des découpes, la matière va être recyclée en déchets en fin de vie, mais c'est quand même de la matière qu'on a achetée pour concevoir à la base notre produit fini. Voilà. Donc ce qui nous permet ensuite, une fois qu'on peut sommer la masse totale utile pour construire le produit et les déchets qu'on a produits dans le cadre de notre exercice, d'avoir un total en kilos de toutes les matières, en partant de l'aluminium, de l'acier, le caoutchouc, le plastique, la batterie, liquide, moteur, vaisserie et lumière. On a fait le calcul directement en prenant les facteurs d'émission qui nous étaient mis à disposition pour le caoutchouc, pour la batterie, pour le moteur et pour les luminaires. Donc on a repris directement les kilogrammes de CO2 équivalents par kilo. On a fait cette multiplication et ce qui nous donne les émissions de CO2 en kilos de CO2 équivalent pour ces 4 postes-là. Pour les autres, on ira chercher directement les bons facteurs d'émission, soit dans la base ADEME si vous voulez réaliser le produit, le bilan en autonomie, soit directement dans l'outil qu'on vous préconise d'utiliser, qui dispose voilà, de tous les facteurs d'émission dont vous aurez besoin. Pour l'emballage, c'est somme toute la même démarche. On a juste à faire une multiplication, donc on a 2 kg pour le carton et pour le plastique, et multiplié par le poids directement, le nombre de vélos annuels pour réaliser cet exercice. Voilà. Et donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir directement injecter les données dans l'outil dans un premier temps, pour vous montrer un petit peu voilà, que ça peut aller aussi assez vite. Donc on va faire l'exercice ensemble, on a juste à ajouter chaque ligne pour chaque type de matière. Donc vous retournez dans l'onglet données, vous ajoutez une matière, on peut faire l'exercice manuellement la première fois. On va commencer par l'aluminium. Aluminium, donc toujours l'année 2025, l'entité que vous pouvez récupérer, sous-poste matière, et ensuite donc facteur d'émission. Donc vous pouvez taper directement dans la barre de recherche aluminium. Donc, il y a plusieurs types d'aluminium. Ce qu'on vous conseille de prendre quand vous n'avez pas forcément la connaissance du fournisseur, de ce qu'il achète, vous pouvez prendre un aluminium origine inconnue. Donc c'est une moyenne des différents types d'aluminium qu'on peut produire dans le monde. Si vous avez une information directement que l'alu est produit 100% en France par exemple, libre à vous de prendre effectivement le facteur d'émission origine France qui a forcément un impact moins conséquent. Si vous avez un doute, voilà, la première année, il ne faut pas hésiter à prendre plutôt on va dire, une valeur légèrement surestimée avec une origine inconnue. Et après, si vous savez que 80% de votre aluminium est acheté en France et 20% à l'international, vous mettez 2 lignes avec chacun de facteurs d'émission différents. Voilà. Donc quantité 18 tonnes. Vous pouvez, faites attention aux unités, hein. Donc là on voit bien que le facteur d'émission il est en tonnes, donc n'hésitez pas à bien faire attention aux unités. On regarde l'incertitude de la donnée, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est que c'est une donnée qui est somme toute relativement assez précise. Donc on peut le mettre à 0,15%, donc tout dépend d'où est-ce que vous collectez cette information.
mais comme on est là dans le cadre d'une donnée assez précise qui est issue directement de la fiche technique des produits, moins on va dire les productions de déchets qui sont aussi assez précis, on peut estimer que l'incertitude de la donnée est assez faible et l'incertitude du facteur d'émission, donc elle est liée au facteur d'émission, donc là-dessus on peut pas jouer dessus. Et donc pour la suite, bah voilà, ce que je vous conseille de faire, plutôt que de rajouter des lignes au fur et à mesure, bah, c'est de les dupliquer au fur et à mesure. Donc ce qui permet de garder quand même la matrice, notamment pour l'année, l'entité, le sous-poste matière. Donc là, on a juste à peine mettre acier dans un second temps. Aller chercher le facteur d'émission acier. Et modifier les quantités. Donc 8,5 ici. Donc là, on est dans un exercice qui est assez on va dire, assez peu long, même si on a une petite dizaine de lignes à ajouter. La question va commencer à se poser si vous avez une trentaine, une quarantaine d'informations à intégrer. Vous allez pouvoir passer aussi sur un modèle d'intégration d'import en masse de data. Donc voilà, la question peut se poser, mais dans tous les cas, si vous voulez intégrer de la donnée en masse, je pense qu'on fera une vidéo spécifique pour montrer un peu comment ça se présente. Mais si vous avez de toute façon accès à l'outil des CO2, ils vous fournissent des vidéos qui vous expliquent un peu comment intégrer ça assez facilement. Il n'y a pas de grosse complexité, il faut juste bien paramétrer le fichier d'import. Mais ça peut, voilà. En tout cas, gardez en tête que ça peut aussi être une bonne solution pour vous. Voilà. Donc ensuite on a le plastique. Donc là, ce que je vous conseille de faire quand on n'a pas forcément d'informations plus précises, c'est de prendre le plastique moyen. Vous mettez 8 tonnes et basta. Ensuite, je vais plutôt mettre les données issues avec des facteurs d'émission dans un premier temps et on mettra ensuite les calculs personnalisés dans un second temps. Donc on a les liquides de frein, hop, tchac. Ici, on va mettre le facteur d'émission huile et on a ici donc 0,2 tonnes. Attention aux unités, toujours le moteur, la visserie. Visserie, donc c'est plutôt de l'acier. Entité, toujours Ledger Impact. Et on a 1,5 tonnes de visserie. Voilà, donc ça c'est bon pour la matière. On va ajouter maintenant les facteurs d'émission en calcul personnalisé. Bon, là vous pouvez mettre par exemple, on a le cas caoutchouc. Hop. Et donc il vous suffit d'appuyer sur le bouton calcul personnalisé. Vous n'avez pas de facteur d'émission à chercher, vous mettez directement le résultat que vous avez calculé sur votre petit Excel. Donc là, 19 395 kg de CO2 équivalent, faites quand même toujours attention aux unités. Et ensuite, vous pouvez dupliquer également sur le même principe pour aller injecter les autres données. Donc on a la batterie. On a ici 32 060. Dupliquer, tchac. Le moteur. 17 580. Et enfin, les lumières. Où on a 642 kg de CO2 équivalent. 642 kg de CO2 équivalent. Voilà, donc là on a intégré les achats matières. Ce qu'on peut faire également, c'est ajouter directement les emballages. Donc là, on va mettre carton. Entité Ledger Impact, toujours matière, donc on va bien changer et on va se mettre dans la notion d'emballage. Attention, même si c'est de la matière, on va vraiment faire l'effort d'aller chercher carton. Donc là, celle où je vous disais, il y a différents facteurs d'émission, donc on peut prendre le carton, mais il y a aussi le carton recyclé. Donc là, on a le carton, donc on met directement ça en tonnes, et donc le carton, et ensuite le plastique. Voilà, bon, encore une fois, c'est un exercice assez simple, mais qui, somme toute, est bien fait. Hein. C'est-à-dire que, voilà, même si on peut avoir peut-être un peu plus de matière première en réalité dans la pratique, c'est aussi, voilà, une fois qu'on a réussi à avoir
des informations assez précises à ce niveau-là, ça nous permet quand même d'avoir une estimation bien fine de l'impact d'une entreprise qui produit des vélos électriques. Voilà. Donc ce qui va nous manquer, c'est tous les achats de services qu'on verra dans la vidéo suivante, qui va nous permettre de quantifier, vous le verrez, d'autres peut-être petites matières qu'on peut acheter mais qu'on n'aura pas forcément quantifiées via des achats en kilos ou en unités, mais plutôt avec des données en euros, et également tous les achats de services type banque, services, assurance, tout ce qu'on va dépenser aussi pour la communication, le marketing. Donc voilà, tout ça c'est des données qu'on ne peut pas quantifier avec des facteurs d'émission physiques, mais qui nécessitent quand même d'être pris en compte dans le cadre du bilan. Donc voilà, on va les intégrer dans un second temps, mais ça sera toujours des achats on va dire des intrants, mais plutôt de services. Donc en soi, aujourd'hui, là, en ayant fait cet exercice, vous avez quantifié l'impact carbone de tous les achats. Et donc on peut regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des résultats. On voit que, boum, la configuration de notre bilan a bien changé et que 96% de l'empreinte carbone globale maintenant est liée aux achats de matières. On a un peu d'emballage quand même, mais voilà, le volet énergie et hors énergie, c'est complètement écrasé versus on va dire les emballages globaux. Dans l'outil des CO2, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi aller voir un petit peu les graphiques. Alors même si dans l'onglet données, vous voyez très rapidement un petit peu les postes les plus représentatifs. Si vous allez dans l'onglet graphiques, vous voyez bien que dans les intrants, la matière, ça représente 96% du total. Et vous allez pouvoir zoomer, on va dire, en appuyant sur classement items et en allant chercher directement la représentation sur les achats matières. Donc, ce qui permet comme ça d'avoir un petit graphique où on peut voir visuellement ce qui impacte le plus. Donc c'est toujours plus sympa aussi ne serait-ce que pour vos exports. Après en général c'est plutôt quelque chose qu'on fait à la fin du bilan, mais ce qui permet quand même en réalisant le bilan de pouvoir identifier aussi les postes principaux. Voilà. Donc ça en est terminé pour l'intégration des données sur l'outil qu'on vous conseille d'utiliser, et ce que je vous propose de faire maintenant pour celles et ceux qui veulent être autonomes dans le cadre de la réalisation de leur bilan, c'est de vous montrer rapidement le découpage sur les exports réglementaires comme on a l'habitude de faire. Donc ça va aller vite, mais pour le BGS c'est assez simple, il vous suffit d'intégrer toutes les données dans la case 4.1 achat de biens. Donc c'est l'avantage des achats, c'est que c'est directement du scope 3 et il n'y a pas de scission qui est fait entre différents scopes, différentes lignes. On sait assez facilement à quel endroit c'est intégré. Pour la partie JHG protocole, c'est la ligne 3.1 produits et services achetés. Et enfin, pour la partie ISO 14064, c'est la ligne 9, achat de produits. Voilà, donc normalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour entamer ce poste qui, je vous le rassure, est le plus complexe. Si vous arrivez à vous débrouiller avec cet exercice, vous allez pouvoir faire tout le reste assez facilement, je vous rassure. Gardez bien en tête que c'est bien de le commencer le plus vite possible, parce que c'est souvent celui qui nécessite un peu plus de temps et surtout, comme vous l'avez vu, qui pèse le plus en termes d'émissions de CO2. Donc s'il faut passer un peu plus de temps sur un poste d'émission, autant le consacrer à celui qui va représenter 70, 80, 90% de votre bilan de gaz à effet de serre. Gardez bien en tête également que c'est bien d'anticiper et d'aller vers aussi le poste fret. Donc on fera en sorte que la vidéo qui suivra les achats de services sera le fret, comme ça vous pourrez aussi le lancer directement en suivant le processus de vidéo. Parce que voilà, c'est des données qui se ressemblent, et quitte à aller chercher de la donnée auprès des fournisseurs, c'est bien aussi de regarder ce qui se passe directement sur la partie transport de matière entre les fournisseurs et chez vous. Voilà. Et voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, parce que peut-être que vous aurez des questions, malgré le fait que cette vidéo se veut quand même assez poussée pour vous présenter vraiment toutes les options qui s'offrent à vous. Ne rougissez pas, si vous avez encore des données qui sont quantifiées avec de l'impact monétaire et des facteurs d'émission monétaire sur un premier exercice, c'est mieux que rien. Au moins déjà vous avez fait une première étape de commencer à vous intéresser à ce sujet, et ensuite vous aurez librement le temps de vous améliorer d'une année sur l'autre. Mais voilà, si vous avez un peu de temps à consacrer, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut éventuellement pousser le plus pour aller chercher de la donnée physique et pour aller chercher des facteurs d'émission précis auprès des fournisseurs ou de bases de données spécifiques. Voilà. Donc on est là pour vous aider, on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Je pense que vous n'êtes pas les premiers à vous lancer dans une démarche dans votre secteur d'activité, donc il y a forcément quelqu'un qui est passé par là, ou du moins un expert qui a déjà mené des études dans votre secteur d'activité, et on sera un grand plaisir
de répondre à vos questions. C'est voilà, le jeu de la communauté Ledger Impact, c'est de pouvoir faire en sorte que tout soit accessible le plus facilement possible pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à rejoindre, poser vos questions et en parler autour de vous, parce que voilà, une fois que vous serez satisfait, voilà, ça nous fera connaître également. C'est un peu pour ça qu'on réalise aussi toutes ces vidéos, c'est pour se faire connaître et faire en sorte que les gens puissent voir qu'il existe des alternatives aussi économiques pour lancer ce genre de démarche ou pour aller chercher aussi d'autres choses derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de nous, à liker nos vidéos, à nous suivre sur les réseaux sociaux et on se fera un grand plaisir de continuer notre exercice, d'aller faire en sorte de démocratiser la comptabilité carbone et après ça, démocratiser aussi d'autres concepts qui vous seront utiles pour vos projets de transition. Voilà, encore merci pour suivre cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire vos petits feedbacks également si vous pensez qu'on peut s'améliorer. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao!